Salut à tous, je suis de retour avec Olivier pour l'épisode 2 de cette première saison de Force de la nature. Et on va tout simplement reprendre là où on s'était quitté la dernière fois. Rappelle-nous Olivier, parce que c'est moi qui ai eu la coupure d'internet. C'est toi qui vas nous rebrancher sur les rails. Alors, quels étaient les points qu'on avait abordés? Donc, il y en avait 5. Il nous en manquait un dernier, c'était le tien. Donc, les trois premiers que j'avais donnés, moi, c'était la surcharge progressive, manque de surcharge progressive, ou en tout cas mal appliquée. Le deuxième, c'était de mal adapter les entraînements à sa morphologie, à ses limitations articulaires. Le troisième problème, selon moi, majeur chez les gens qui veulent progresser, c'est aussi le simple fait de faire progresser leur mobilité. Ils restent dans leurs prérequis, ils s'installent dans leurs prérequis, et donc ils construisent ce corps musclé, fort mais fragile. Et donc ça, pour moi, c'était le troisième problème. Et ensuite, toi, tu avais parlé donc de deux problèmes. Le premier, c'était une approche trop cérébrale, trop mentale, donc un peu vision tunnel. C'est comme ça que ça doit se faire, et du coup, manque de fluidité, de réussir à naviguer un petit peu dans toute la technicité, de s'écouter soi-même et de réussir à avoir une approche plus organique. Le deuxième problème que tu avais mentionné, c'était la fameuse phrase de Einstein que je vais reprendre juste ici. Tout le monde est un génie, mais si tu demandes à un poisson de grimper à un arbre, alors il va penser toute sa vie qu'il est stupide. Et donc c'est simplement pour décrire ce phénomène encore une fois, un petit peu vision tunnel, de pas savoir s'écouter, d'essayer de rentrer dans un moule absolument, de je dois être comme ça, je dois faire comme ça, parce que c'est comme ça que ça marche, et de pas réussir à trouver sa fibre, de pas réussir à trouver son truc qui fonctionne vraiment pour nous, et qui fait que notre physique il change dans la durée au final, et qu'on atteint nos objectifs. Est-ce que j'ai bien résumé tes deux... C'est exactement ça, très bien résumé. Ok, super. Et du coup, il nous en manque un, le troisième, le tien, que j'ai pas découvert, donc il n'y a pas de spoil de mon côté, à savoir qu'est-ce que c'est? Quel est selon toi le troisième problème que les pratiquants rencontrent à la salle? Yes, ben pour continuer sur cette lancée de euh, être avoir en main toutes les clés qu'on a et peut-être au-delà de l'aspect technique, parce que moi tout ce que j'ai donné, et je l'ai fait un peu exprès, c'est en dehors de l'aspect technique, c'est le fait d'être motivé par, j'ai envie de dire la peur en tout cas, je ne veux pas ça, et du coup c'est ça qui pousse les gens, moi j'observe, à aller à la salle et quelque part à rencontrer plein de problèmes que les gens qui se disent: «Moi, je kiffe ça, je kiffe la muscu, je vais passer un bon moment, je vais m'amuser, je vais déplacer de la fonte» et cetera, ne rencontrent pas. Parce que, bah, en fait, il se passe pas du tout la même chose dans le corps et on pourrait parler de ne serait-ce qu'au niveau hormonal. On a eu de longues discussions sur le fait que la clé pour un naturel, c'est l'aspect hormonal, notamment la sécrétion de cortisol qui, bah, est la principale limite entre quelqu'un de dopé et quelqu'un de naturel. Et pour les gens qui ont jamais entendu parler du cortisol, c'est l'hormone que l'on, sécrète quand le corps, il a besoin de s'adapter, donc quand on fait un effort physique, par exemple, et aussi quand, bah, on est stressé mentalement ou en tout cas qu'on se met de la pression ou voire même qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas, qui est désagréable, voire qui est douloureux et cetera. Donc pourquoi, c'est intéressant de savoir un minimum ce qui se passe au niveau physiologique quand on parle de motivation? C'est que si mon but c'est: «OK, je veux pas être, en surpoids. Je veux pas, avoir des mauvaises, capacités physiques, me sentir mal dans mon corps et cetera. Toutes les bon, on arrive à la fin de l'année là, on va arriver au moment des bonnes résolutions. Les gens ils disent: «OK, je veux arrêter de ci, je veux pas ça, je veux p» et en fait, les gens se concentrent et notre société est comme ça, hein, on fonctionne tous plus ou moins comme ça. On se concentre sur ce qu'on ne veut pas. Et je sais pas si tu skis, ou si tu fais du snow, Olivier, mais il y a un truc qui ne marche jamais et je trouve que c'est une super image. Il y a un truc qui ne marche jamais quand, tu slalomes entre les arbres ou même de manière générale quand tu es sur une piste, c'est que si tu regardes l'obstacle, tu vas te le prendre, inévitablement. Ouais, en moto, c'est la même chose, on dit toujours la même chose. Voilà, bah, je pense que tout truc où tu dois, faire gaffe à ta trajectoire et tu vas à grande vitesse. C'est ça. Tu- Et du coup, je pense que cette métaphore, elle est très bien pour comprendre ce troisième point, c'est que si je vais à la salle parce que je veux pas d'un truc,
il y a de grandes chances que ça se passe mal, à la fois dans les processus physiologiques de mon corps et dans mon expérience. Alors que c'est ce fameux truc que tout le monde connaît, c'est en fait, ce qui nous rend heureux, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et ça, c'est le principal élément de la motivation. Moi, j'en parle depuis longtemps. Oui, la progression, ça fait la motivation, mais le plaisir, ça joue encore plus dans cette formule de la motivation. Donc pour terminer avec ce 3e point, et je te laisserai peut-être, réagir après ça, c'est que, moi j'observe qu'il y a très peu de gens à la salle qui sont là en mode: «Yes, ça c'est mon moment, je kiffe, je suis là parce que je kiffe ça et j'ai envie d'être là et de faire ça». La plupart des gens, même si peut-être certains d'entre eux aiment bien aller à la salle, ils vont trouver un moyen de rentrer dans le devoir, la discipline, la contrainte. Et Mm. c'est en lien avec les précédents points que j'ai donnés, c'est-à-dire que, ah bah, vision tunnel, il y a que ça qui marche, ou bien j'ai essayé ça, ça a pas marché, ok, maintenant il faut que je me force à faire ça, sinon j'aurai jamais de résultat. Et Mm. je parle même pas tous les conditionnements de, chez les femmes, c'est, il faut souffrir pour être belle, chez les hommes, c'est, ben, si je veux être meilleur que les autres ou si je veux avoir le meilleur physique, etc., il faut que je fasse ce que les autres n'osent pas faire, ce que personne ne veut se taper tellement c'est horrible, c'est terrible, etc. Mm. Donc voilà, on pourrait même rentrer dans les croyances, mais avant même de ça, juste le simple choix. En fait, je pourrais résumer ça en question d'intention. Les gens, on a été formatés à se donner des objectifs, mais très peu de gens se donnent une intention. Quand je vais à la salle, c'est quoi mon intention? Est-ce que c'est de prendre du plaisir? Est-ce que c'est de me sentir bien? Est-ce que c'est de passer un bon moment avec mon corps? Ou est-ce que c'est, OK, il faut que j'expédie cette séance parce que elle est chiante, elle est dure, elle me fait mal, mais je suis prêt à me sacrifier pour obtenir le corps de rêve à la fin, quoi. Ok, ouais, donc en gros, si je comprends bien, c'est le fait d'être concentré sur ce qu'on veut pas, à savoir, j'ai pas envie d'être dans ce corps-là, j'ai pas envie de d'avoir cette partie de mon corps qui est comme ça, ou d'être identifié à tel type de performance ou quoi, mais du coup d'aller à la salle dans cette contrainte de je vais contre un truc plutôt que d'aller vers quelque chose, à savoir le plaisir avant tout pour toi. Et moi, je raisonne beaucoup avec cette vision-là, d'aller dans le kiff, quoi, de se faire plaisir à la salle. Est-ce que c'est bien résumé? C'est exactement ça et tu as mentionné la notion performance, j'ai envie de dire que parfois ça peut être très insidieux. Par exemple, dans mon cas, au début, moi je suis allé à la salle, je kiffais ça, j'étais un fan. J'étais peut-être non, peut-être pas parce que j'étais débutant, mais j'allais dire que j'étais peut-être contre-productif parce que j'allais 5 parfois 6 fois à la salle tellement j'étais un grand fan et hem et et du coup, malgré ces débuts super enthousiastes, super dans la joie et cetera, il y avait pas plus heureux que moi. Au bout d'un moment, parce que j'ai commencé à atteindre des plateaux et cetera, à comprendre avec la surcharge progressive dont on a parlé que pour progresser en naturel, il y a pas d'autre solution, il y a pas d'autre voie que d'améliorer ses performances Mm. et ben, c'est devenu une question de chiffres, c'est devenu une question de performance et alors que je kiffais ça, ben, parfois je me suis dit: «Non, en fait, si j'arrive pas à atteindre telle performance, si je fais pas ci, si je fais pas ça, ben, ça sert à rien d'aller à la salle, je vais pas avoir de résultats» et là, c'est là même si j'avais un super départ, c'est là que j'ai commencé moi-même à tomber dans le panneau et à me dire: «Non, je veux pas ça, du coup, je vais me forcer à ça». Juste pour signaler, en fait, combien ça peut être super, vicieux, Ouais, cette, je vois ce que tu cette veux dire. Mais après, tu vois, c'est intéressant parce que je pense que quand on arrive dans ça, c'est simplement parce qu'on sait pas comment continuer de progresser. Mais le problème en lui-même, c'est pas cette intention de vouloir progresser, tu vois, c'est plus le fait de pas réussir à continuer de progresser. Du coup, ça nous frustre. Et donc là, on arrête. Mais, euh, absolument. mais ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu parles vraiment de cette notion d'intention. Dans quelle intention je vais à la salle, à savoir est-ce que j'y vais dans l'intention du plaisir ou dans l'intention de fuir quelque chose, absolument. Et au final, comme tu dis, plus on essaie de fuir un truc, en quelque sorte, en tout cas en le regardant droit dans les yeux, et plus on va aller droit dedans, tu vois. Ouais. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, je rebondis sur un truc parce que j'ai vu ça beaucoup sur Insta. Euh, et c'était beaucoup des femmes qui parlaient de ça d'ailleurs. Alors je sais pas si c'est un truc justement que tu parlais, tu sais, les femmes se mettent beaucoup la pression, peut-être plus que les hommes, je saurais pas dire, mais en tout cas, elles parlaient toutes de ce truc de, à partir du moment où j'ai arrêté de me concentrer sur le fait de absolument vouloir changer mon physique et que je me suis concentré sur mes performances, c'est là que mon physique a commencé à bouger. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en effet, elles y allaient pas pour les bonnes raisons, probablement, tu vois. Elles y allaient parce qu'elles étaient dans la douleur de leur situation actuelle. Et quand elles ont commencé à écouter leur corps et à voir justement qu'il progresse, qu'il est capable de progresser dans autre chose que juste la partie qui est dérangée, c'est-à-dire l'aspect esthétique,
et que du coup, bah, c'était les performances en l'occurrence. Et comme tu l'as dit, performance, résultats sont très liés, sont indissociables en fait pour un naturel. Et bah, du coup, elles ont commencé à kiffer le process et là, elles ont vu leur corps changer, tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant comme mécanique bah, de mindset, de mind, comme tu dis, d'intention. Parce qu'au final, c'est, en tout cas, dans ces réels-là que j'ai vus, visiblement, c'était le principal problème, tu vois. Yes, ça me fait directement penser bon, à plusieurs femmes que j'ai accompagnées, mais notamment Delphine, que tu connais. Elle a eu des phases où alors que, voilà, excellente athlète, quand même niveau assez poussé et qui voulait aller vraiment à son excellence, raison pour laquelle, enfin, je l'ai accompagnée pendant plusieurs années. Et même à haut niveau, elle s'est trouvée dans des situations où, voilà, beaucoup de stress, machin, etc., tout ça. Elle, son corps, il refusait. Et les fois où elle était dans une autre phase où généralement elle avait lâché, tu vois. Ça, elle avait lâché le fait que ça l'énervait, etc. Et là, même dans des conditions, mais pour un naturel, bon, les femmes ont quand même plus de marge de manœuvre que les hommes sur la tolérance au stress et au cortisol. Enfin, peu de gens le savent, mais elle pouvait bosser parce qu'elle a un job très prenant. Elle pouvait bosser énormément, avoir une charge de travail de dingue et limite aller à la salle quand elle avait besoin de se reposer, tu vois, parce que ça lui faisait vraiment du bien. Et là, son corps, il recommençait à progresser. Et elle m'a scotché parfois. Et je me suis dit, mais ouah, j'ai vu des trucs avec elle que j'avais encore jamais vu. Pourtant, j'ai quand même accompagné un paquet d'athlètes. Et c'est pour dire que oui, c'est peut-être un peu plus marqué chez les femmes parce que je pense que leur oscillation hormonale, sans même parler euh, du caractère cyclique de leurs hormones. Je pense que leurs oscillations sont différentes de celles des hommes, sont plus sensibles. Et j'observe aussi qu'elles sont plus impactées par certains aspects négatifs, entre guillemets, enfin souvent vus comme négatifs, du cortisol, comme la rétention d'eau et l'impression d'avoir du coup de se sentir grasse, d'avoir la peau flotteuse, etc. Ce qui est un peu moins le cas chez les hommes. Après, j'ai envie de dire aussi chez les hommes, je pense que c'est important de parler aussi de cette spécificité. En tout cas, je profite de l'occasion pour le faire. Les hommes sont plus bourrins et sont plus dans le forcing du corps, ce qui fait qu'à court terme, parfois, ils peuvent arriver à forcer un petit peu le processus. Mais à long terme, c'est ce qui vont faire qu'ils vont avoir des plateaux que les femmes auront moins tendance à rencontrer parce que par leur écoute du corps, par leur sensibilité, par le fait d'avoir lâché plus tôt, elles auront développé une complicité avec leur corps qui fera que ben, sur le long terme, il y a des chances qu'elles aient plus de facilité, en tout cas à technicité égale par rapport à un homme. Hmm. Bah, c'est intéressant parce que tu vois, là, je suis un athlète beaucoup sur bah, un athlète d'Irox, un des meilleurs français, s'appelle Alan Kao. Et Ok. j'écoute des podcasts de ce gars et il parle que lui, il, il thrive, tu sais, en anglais, comment on dit ça? En plus, c'est français, je sais pas pourquoi j'ai le mot en anglais. Et moi, j'ai un mot peut-être un peu trop végétal qui vient, il fleurit. Enfin, en tout cas, il arrive Ouais, à avancer, à. ouais, c'est dans ces moments-là où il explose ses performances quand il est énormément sous pression. Et il Ok, précise que, en fait, il est comme ça parce que il a grandi dans un contexte similaire, tu vois. Bon, après, je pense ouais, qu'il a aussi été performant dans ce contexte-là déjà très jeune, mais déjà, il disait à 14, 15 ans, tu vois, il faisait beaucoup de tennis, etc., de compétition. Et en fait, il a fait de la compétition à cet âge-là, avec des niveaux de pression de fou, parce que, voilà, familialement, tout ça, et qui fait que, bah, en fait, aujourd'hui, à 30 ans plus, en fait, il surperforme quand il est sous pression, tu vois. Alors que la ok. majorité des athlètes vont s'écrouler. Alors là, c'est un niveau, tu vois, champion. Je veux dire, c'est ça qui fait que c'est un champion au final, tu vois. Mais, euh, mais à notre échelle, j'ai envie de dire, d'athlètes plus modérés, il y a vraiment ce truc du rapport qu'on a à la pression et peut-être de bah, comment on se l'est approprié, soit dans notre jeunesse, soit dans tout ça, tu vois. Moi, je sais personnellement que j'ai une tolérance à la pression très mauvaise, tu vois. Mais c'est parce que j'ai grandi dans un contexte où j'ai jamais subi cette pression réellement, tu vois. Ouais. Et quand je l'ai subi, je me suis un peu écrasé. Pas eu ce truc instinctif de savoir y faire face. J'ai pas eu forcément des guides non plus qui m'ont montré le chemin, tu vois. Ce qui fait que bah, aujourd'hui, plus tard à la vie adulte, je sens que j'ai plus de mal à faire face à cette pression-là, alors qu'un autre athlète pourra y faire face plus facilement.
Je sais que toi, dans la formation aussi que j'avais fait avec toi, c'était aussi très lié au système nerveux, les neurotransmetteurs, tout ça. Mais je pense quand même qu'il y a une dimension de, tu vois, vraiment épigénétique, en quelque sorte, quand tu grandis Et à l'adolescence. effectivement, j'ai envie de dire que c'est un ensemble de facteurs dans le sens où ben, la génétique, c'est un pool de départ, c'est quelque chose avec lequel on commence dans la vie, mais qui est impacté par des facteurs environnementaux, comme tu le nommes, l'épigénétique, qui fait que ben, on- forcément, on va être pas la somme, parce qu'on est même, à vrai dire, plus que la somme, mais on est l'ensemble de ces choses-là. Et moi, simplement, une chose que j'ai envie de partager pour rassurer les gens qui nous écoutent, surtout les hommes qui sont en mode, on est très poussé à être le meilleur, à encaisser, etc. Et moi, je pense que si j'avais écouté ce podcast il y a quelques années, je me serais dit, moi, je dois avoir une bonne tolérance au stress. En réalité, ce que j'aurais secrètement espéré à l'intérieur de moi, c'est d'en avoir une bonne pour pouvoir être bah, le meilleur, en tout cas faire bonne figure. Et moi, parce que j'ai été mis dans mon humilité plein de fois par rapport à ça et que j'ai pu énormément expérimenter, notamment dans le sport, combien en fait bah, la gestion du stress et le stress que j'appliquais à mon corps, donc pas que nerveux mais aussi physiologique, bah, en fait il y a une partie dont j'avais été doté et que je pouvais pas gérer malgré j'ai fait énormément de préparation mentale, etc. Ça m'a fasciné pendant un certain temps. J'ai envie de dire, on n'est pas du tout égaux par rapport à ça. Et ça pourrait être un tout autre sujet, donc je pense que c'est peut-être pas utile de rentrer là-dedans, mais effectivement, au niveau de la manière dont se forme le cerveau a pour tous les êtres humains les mêmes neurotransmetteurs, c'est-à-dire les mêmes composés chimiques qui permettent à l'information de transiter de neurone en neurone. Donc on peut tous réfléchir, on peut tous contracter notre muscle, on peut tous, voilà, en gros, utiliser toutes les fonctionnalités de notre système nerveux. Par contre, pas dans les mêmes proportions, pas dans les mêmes conditions, pas dans les mêmes comment dire, performances, etc. Et c'est là, ça, on va revenir sur la phrase d'Einstein, si on veut toucher à notre excellence, c'est important de ne pas nier notre naturel. Mm. Aussi parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais être excellent dans d'autres choses que être quelqu'un de performant, être un athlète, par exemple. Le jour où j'ai accepté de ne pas être un champion de France ou champion du monde ou peu importe, bah, j'ai commencé à mettre mon attention ailleurs et je suis devenu très bon dans la préparation physique et le coaching. Et après être très bon là-dedans, bah, je me rends compte qu'en fait, j'ai des affinités aussi pour d'autres choses qui relèvent plus du domaine spirituel, etc. Et du coup, je peux apporter ces trois, ça va nous permettre de retomber sur nos pieds, je peux apporter ces 3 points qui sont assez loin de ce que la plupart des professionnels diraient aujourd'hui comme les 3 points bloquants pour les gens qui vont à la salle, tu vois. Donc, voilà, moi je pense que ça va me permettre d'appuyer encore un peu plus sur le deuxième point qui est c'est super important de connaître son domaine d'excellence pour pouvoir être dans du plaisir, pour Ouais. pouvoir kiffer sa vie et pas essayer d'être un copycat, comme on dit en anglais, d'une copie de quelque chose auquel on aimerait ressembler, mais qui ne nous permettra jamais d'être qui réellement on est. Je vais terminer avec une chose que j'ai grave kiffé. Il y a une personne qui a dit un jour, en disant son nom, donc je vais dire le meilleur pour que les gens comprennent, dans toute l'histoire de l'univers il y aura jamais qu'un seul Arthur, ou on pourrait dire il y aura jamais qu'un seul Olivier. Je parle pas du prénom, mais je parle de la personne que l'on est. Et donc, moi, quand j'ai écouté ça, ça m'a percuté. Je me suis dit, ah, ça vaudrait peut-être le coup quand même que je m'intéresse à savoir qui je suis vraiment et comment est-ce que j'excelle dans ma vie, tu vois. Ouais, carrément. Bah, trop cool. Donc là, si on récapitule vraiment le dernier point que tu nous as donné, est-ce que tu peux nous redonner, tu vois, en une ligne ou deux C'est, au maximum? ouais, avec plaisir. C'est essentiellement de se poser la question, c'est quoi mon intention quand je vais à la salle? Ok. Ok, j'ai un objectif, on a tous un objectif, et ça c'est presque, j'ai envie de dire, très spontané dans notre société. Ceci dit, pour moi, le point de départ, ce qui va faire que je vais tenir dans la durée, et pour moi, c'est même pas une question de tenir, il n'y a rien à tenir quand on kiffe aller à la salle, il y a juste à laisser son plaisir parler. Mm. Donc, ce qui va faire que je vais faire un formidable voyage corporel et intérieur, et même extérieur, c'est d'avoir une intention plutôt qu'un objectif, parce que si je me pose la question de quelle est mon intention, je vais forcément être face à la question de ah, est-ce que je veux éviter ce qui fait que j'ai pensé à la salle dans un premier cas,
je me kiffe pas comme je suis, ou bien j'ai l'impression que je suis pas séduisant, j'arrive pas à avoir un ou une partenaire dans ma vie, ou en tout cas le genre de personne que j'ai envie d'attirer dans ma vie, ou peu importe les raisons en fait. Mm. Et du coup, vu que j'ai pas envie de ça, vu que j'aime pas ça, je vais aller à la salle et du coup, je vais me donner l'objectif d'être différent, de changer, et cetera. De vouloir renier la partie de moi que je veux pas voir. Et du coup, on en arrive à, ce que tu disais, je suis censé résumer, pardon. On en arrive à ces femmes qui, explosent, qui, commencent enfin à progresser quand, elles, lâchent ce qu'elles ne veulent pas et elles commencent à prendre le temps et à passer un bon moment. C'est que, OK, l'intention, ça nous permet justement de nous concentrer sur ce qu'on aime et quelque part, au final, de finir par, par nous accepter, par nous embrasser et faire fructifier ce que l'on est, plutôt que de vouloir supprimer des choses que l'on n'aime pas de soi. Ok, c'est intéressant. Et j'ai peut-être une question piège, mais qui n'est pas vraiment un piège, évidemment, parce que je sais que tu auras la réponse. C'est de savoir identifier, parce que tu vois, la douleur, la souffrance, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant. Ouais, Moi, par exemple, mon métier, c'est la transformation physique, tu vois. Et je me suis rendu compte d'un truc, je peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas changer, tu vois. Et ouais. pourquoi quelqu'un veut changer, c'est toujours la même raison. Il n'y en a pas d'autre, en tout cas à un certain niveau, c'est la souffrance. La personne souffre trop pour rester dans sa situation, donc elle décide de changer, tu vois. Et donc, ce qui fait qu'elle est forcément drivée par quelque chose qu'elle n'aime pas, tu vois. Donc, comment tu fais cette transition entre, bah, je me motive à la base parce que j'aime pas ce que je suis maintenant et je veux devenir quelqu'un que j'aime, à ce truc de, bah, au final, il faut que je lâche prise aussi de ça et que je me mette dans quelque chose que je kiffe au quotidien. Excellente question et pour moi, là, on rentre dans la magie de l'être humain, dans le sens où l'être humain, il est la plupart des gens disent complexe. Moi, je dirais pas forcément complexe, je dirais, il y a quelque chose qu'on peut pas réduire à un calcul, on peut pas réduire à enfin, c'est un être vivant, quoi. Bref, ceci dit, si je réponds à cette question, en réalité, on commence à rentrer dans cette erreur et du coup, dans les solutions qu'on peut apporter à cette erreur et je me dis que, quand bien même les gens sont peut-être à fond maintenant qu'on est dans le sujet, il y a peut-être, pour ce deuxième épisode, une autre priorité à aborder. Il y a peut-être, parmi toutes les erreurs qu'on a citées là, il y en a peut-être certaines qui sont vraiment prioritaires pour les gens. On évoquait plus tôt, avant de commencer le podcast, le fait que la plupart d'entre vous qui nous écoutez, connaissez la douleur, et même si vous la vivez pas forcément maintenant, vous avez peut-être connu ça dans votre parcours et ou peut-être même vous avez des gènes actuellement sans forcément que ce soit forcément un frein. Donc voilà, est-ce que ce serait pas le moment, Olivier, de, rentrer dans effectivement la priorité qu'on va se donner aujourd'hui pour, le podcast du jour, enfin, c'est le deuxième épisode, après avoir donné la 3e, la troisième de mes erreurs que j'observe et avoir résumé tout ça, est-ce qu'on commencerait pas à parler des solutions en tentant d'adresser le truc le plus, bah, peut-être le plus douloureux au final dans tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent? Ouais, bah vas-y, let's go. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est de parler de l'aspect de la douleur, comment aborder la muscu quand on a mal quelque part. Et quand on parle de mal quelque part, c'est vraiment voilà, de l'ordre musculaire, tendineux. On a vraiment une gêne physique qui nous empêche de faire, de progresser, ou en tout cas, on veut passer à travers et essayer de fermer les yeux en quelque sorte, mettre des œillères. Et donc, comment faire pour justement bah, pas rentrer là-dedans et progresser en contournant un petit peu le problème. Donc, c'est à cette question-là qu'on songeait répondre maintenant. Yes, je C'est t'en ça? prie, j'ai eu la parole pendant un moment, et je sais que aussi tu as un point de vue sur ce genre de sujet, notamment sur la mobilité qui est l'une de tes grosses spécialités, qui voilà, que moi je trouve génial, je me régale à t'entendre donc let's go, à toi la parole. Dis-nous comment toi concrètement, on va se mettre dans un cas concret. Ouais. Un mec, on va prendre 2 exemples. Je pense que c'est pas mal de faire ça assez régulièrement pour les cas concrets qu'on aborde. Prendre un exemple de femme, un exemple d'homme et peut-être limite rentrer dans la caricature pour être sûr de prendre un cas commun, quoi. Donc j'allais dire, pour un mec, le bench, par exemple, j'ai mal à l'épaule. Je crois que c'est l'un des trucs qui arrive le plus souvent. Ouais. Douleur d'épaule chez les hommes et Mm. le développé couché, le bench press, c'est l'un des trucs les plus répandus, chez les mecs qui vont à la salle, un des mouvements les plus répandus. Ou en tout cas tout mouvement de poussée si, bah, justement j'ai douleur sur, la développé couché à la barre, du coup j'ai transitionné sur, machine, mais ça me fait encore mal et cetera. Mm. Et pour une femme, ce serait
Heu, honnêtement, les femmes, ont moins de douleurs. Je dirais qu'elles peuvent avoir potentiellement, douleurs de hanches, de genoux pour faire beaucoup de mouvements plutôt bas du corps. Ceci dit, ouais, je te laisse, peut-être nous donner un cas de figure que tu vois régulièrement se passer en termes de douleurs chez les femmes parce que Bah, les femmes, pour le coup, c'est pas un public que j'ai beaucoup coaché. OK. Et du coup, je saurais pas dire, mais tu vois, à observer, j'ai pas l'impression. En fait, c'est pas du tout un problème pour moi, pour les femmes. Assez bizarrement. Alors, en vrai, si, hein, il y a forcément des femmes qui ont des douleurs articulaires, tout ça. Mais globalement, je trouve qu'elles ont une bonne mobilité. Elles ont des très bons prérequis, tu vois. Ouais, La plupart, hein. Pas toutes, mais la plupart. Et du coup, c'est quelque chose que je vois moins. Tu vois, quand je vois une femme squatter, par exemple, ouais, souvent, je vois des beaux squats. ouais, Beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, tu vois. Parce que je pense au niveau des hanches, déjà, ça bouge naturellement mieux, c'est plus large. Elles ont les hormones qui permettent aussi de plus de relâchement musculaire, tout ça. Donc elles ont une meilleure mobilité, meilleure souplesse également. Donc je trouve que au global, je les mettrais plus dans la catégorie de elles bougent mieux que les hommes, tu vois, naturellement. Donc j'ai pas de loin comme ça, je saurais pas dire, tu vois. Il faudrait vraiment que j'ai eu du contact avec elles pour vraiment en coaching, pour vraiment dire. Et j'ai pas l'expérience. OK, moi, ce que je propose, c'est que, du coup, toutes les femmes qui écoutent cet épisode nous disent: «Est-ce que vous avez déjà rencontré des douleurs et si oui, lesquelles?» Comme ça, on pourra les adresser, précisément en introduction du prochain épisode pour pas que vous soyez laissés de côté. Ouais, Vas-y, carrément. Olivier. Par contre, les hommes, du coup, là, je maîtrise. Euh, Et le bench, parfait exemple parce que j'ai eu un client comme ça il y a pas longtemps et qui, du coup, avait mal épaule droite, je crois, sur le bench à la barre. Donc, plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, en fait, le premier truc à tester, c'est quelle est sa mobilité d'épaule. Comment elle bouge, son épaule, tu vois. Et il y a notamment un angle qu'on n'exprime jamais, et enfin, je dirais deux angles qu'on n'exprime jamais, c'est celui de lever le bras au-dessus de la tête. Celui-là, très rarement, on l'exprime bah, déjà dans la vie de tous les jours. En muscu, dès qu'on va l'exprimer, c'est pour mettre de la charge de fou. Donc, juste essayer d'emmener le bras, tu vois, en arrière le plus loin possible. Déjà là, tu te rends compte de pas mal de choses. Et ensuite, c'est une fois qu'on est là, venir en rotation comme ça en partant sur le côté. Alors, juste une précision pour les gens qui nous écoutent depuis une plateforme autre que YouTube et qui n'ont pas la vidéo. Ouais, c'est vrai Heu, que j'ai pas précisé. Olivier est en train du coup, quand il dit, lever le bras et l'emmener dans l'espace arrière, c'est avoir le biceps qui va derrière l'oreille, et avoir la main qui va le plus possible dans l'espace arrière, donc l'espace qui est situé dans notre dos, en ayant le bras tendu, la Voilà. main vers le Vraiment bras plafond. tendu au-dessus de la tête et on vient chercher à amener la main le plus possible en arrière. Un exercice très simple pour tester ça, concrètement, ce serait le pullover. Donc, on prend un banc, on se met les omoplates donc de dos perpendiculaires au banc, les omoplates vraiment voilà, au niveau du banc, et puis on vient laisser tomber ses bras en arrière en prenant une haltère au bout des mains, bras tendus, voilà, on laisse la gravité laisser tomber nos bras vers le sol. Et là, de suite, on va se rendre compte si nos épaules, bah, à quel point on peut aller en arrière ou pas. Et d'ailleurs, un conseil important sur ce mouvement, c'est de venir baisser les fesses en même temps. Comme ça va éviter les compensations thoraciques notamment, pour vraiment tester la mobilité d'épaule. Donc là, déjà, ça permet de savoir, ok, est-ce qu'on arrive à amener le bras en arrière? Et quand tu regardes la plupart des gens qui ont des douleurs épaules, très mauvaise, enfin très mauvaise, j'abuse peut-être, mais pas très bonne extension d'épaule comme ça. Et ensuite, du coup, l'autre mouvement, c'est la rotation. Donc une fois qu'on est dans cette position avec la main au-dessus de la tête, le bras tendu, bah là, ça va être de venir chercher à mettre la main derrière nous en tournant l'épaule, donc en vissant le pouce. Et là, c'est pareil, on voit beaucoup de difficultés. Donc, commence à y avoir des compensations au niveau du buste. On vient s'incliner soit sur le côté, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, etc. Parce qu'en fait, on ne peut pas tourner vraiment l'épaule dans sa capsule. Donc, on est obligé de bah, nous s'incliner ou se pencher pour venir amener le bras en arrière et réussir à faire ce mouvement de rotation. Donc ça, c'est une très grosse compensation qu'on voit. Et donc vraiment, si je pouvais résumer, après c'est difficile de résumer l'épaule en deux choses, mais en termes de mobilité, c'est les deux mouvements que moi je vois le plus limités, cette extension d'épaule et cette rotation en extension qui pose beaucoup de problèmes. Et donc déjà, si on apprend à travailler sur cette capacité-là,
donc réapprendre à l'épaule à bouger dans sa capsule, dans ces zones-là notamment, bah, de suite, l'épaule sur le bench, elle pose beaucoup moins de problèmes. Après, il y a toute l'activation musculaire autour de cette épaule-là, notamment, bah, là, ça va être les trapèzes supérieurs et inférieurs, donc là, qui vont permettre d'élever l'omoplate ou de l'abaisser. Ça, c'est des choses qui sont très peu contrôlées pour la plupart des gens. Quand je teste ça bah, en salle, la plupart des gens, des fois, ils n'arrivent même pas à monter l'épaule à leur oreille, tu vois. Ou alors, ils vont commencer pareil à s'incliner, ils vont lever le bras, tu vois. Il y a plein de mécanismes compensatoires qui vont arriver où ils vont pas réussir vraiment à juste monter leur omoplate. Quelque chose qui devrait être maîtrisé, tu vois. Et je parle même pas du fait de la rabaisser. Alors là, en général, c'est 99% du temps, c'est mort, tu vois. Et donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui font que sur ton bench, du coup, si t'es pas capable d'activer ces muscles déjà sans charge, bah alors avec ne serait-ce que une barre à vide déjà, mais en fait, t'as plus rien qui s'active. Ton épaule, elle a déjà pas une bonne mobilité de base. En plus, t'arrives pas à la maintenir dans la position qu'il faudrait pour avoir l'amplitude maximale sans créer de frottement, de trucs, de compensation musculaire, de choses comme ça. Et du coup, tu te retrouves à de suite créer des tensions là où faut pas. Et donc accumuler sur le temps des petites gênes. Et puis après, ça se transforme en douleur. Et après, ça se transforme en chronique. Et c'est là où du coup, tu peux plus bencher. Donc déjà, il y a ce truc de tester son articulation, voir où elle est limitée et essayer déjà d'apprendre juste à bouger mieux dans ces amplitudes-là et à activer, tu vois, ces deux muscles dont je parle, élever son omoplate et la rabaisser. Déjà, si tu arrives à faire ça, ton bench il va s'améliorer. Maintenant, le bench à la barre n'est pas une obligation. T'es pas obligé de faire du bench à la barre, en tout cas pas dans cette étape là où tu réapprends à bouger ton épaule, tu vois. Et donc bah là partir sur déjà de l'haltère. En général l'haltère ça règle très souvent le problème parce que tu peux incliner l'épaule comme tu veux. Donc en fait tu mets ton épaule dans une amplitude articulaire qui est accessible pour toi parce que c'est toi qui choisis l'angle, tu vois. Donc très souvent ça règle le problème, même s'il y a quand même ces problèmes d'activation d'omoplate, tout ça, c'est déjà mieux. Donc voilà, tu vois, pour ce cas concret-là, si on devait parler, là on parle que de l'épaule, c'est déjà apprendre à identifier où est-ce qu'on est limité en termes d'amplitude, réussir à activer les bons muscles autour de cette amplitude-là, et du coup apprendre à rebouger dedans. Euh, et puis adapter l'exercice, à savoir bah, soit on prend une haltère, soit on prend une poulie, tu vois, un truc qui fait qu'on a plus de liberté de mouvement, d'articulaire, pour faire le mouvement sans forcer sur quelque chose qui nous fait mal. Génial, franchement, bah, avec l'entrée dans le détail et le résumé, moi je trouve ça excellent. Merci, de nous avoir, partagé ton expertise là-dessus et ouais, je j'aurais pas grand-chose à ajouter, à part le fait que, bah, pareil, moi j'ai une démarche similaire, dans mon expérience. Je considère que, heu, une articulation qui ne peut pas bouger dans L la majeure partie de son amplitude, allez, on va pas forcément dire, toute son amplitude, mais on va dire à partir du moment où une personne est limitée dans des mouvements de base et ces mouvements de base, bah, c'est ce qui constitue ces différents mouvements qu'on trouve dans la musculation, bah, en fait, il y a déjà un problème et comme tu le dis très bien, heu, préférer ignorer ce problème et commencer à mettre de la charge et cetera, on ne fait qu'activer oui, on peut faire parce que le corps il est fait Ouais, pour l'instant. pour parer à toute situation et c'est pour ça qu'on a ce que tu appelles, les compensations. C'est on va essayer de trouver un autre moyen de et en fait, on en revient à un mécanisme, pour moi, qui est très mal compris de manière globale. C'est que quand on trouve un subterfuge, en tout cas une manière de pouvoir pallier à une problématique à court terme grâce à la grande flexibilité, à la grande adaptabilité du corps humain. Ben, plutôt que de se dire: «Waouh, c'est génial, là, je me suis pas fait mal parce que mon corps il a compensé», on se dit: «Ah ça me fait chier, ça fait mal et ça revient la prochaine fois, la prochaine» en fait, plutôt que de se dire: «OK, là, il y a un problème, il faut que j'en prenne soin et j'ai de la chance parce que mon corps il fait tellement bien le job qu'il a trouvé un moyen de s'adapter», tu vois?
Ça m'a fait un peu mal, mais ça m'a permis de savoir qu'il y avait un truc qui allait mal. Et maintenant, la plupart d'entre nous, on est tellement du coup, j'ai envie de lier ce que tu dis là, moi, la vision tunnel, l'approche 100 cérébrale, c'est que, bah, j'ai décidé ça, je me suis mis ça en tête et si mon corps, il me fait chier, s'il me fait mal et cetera, c'est qu'il est contre moi, il me ralentit et cetera et du coup, je vais bourriner. Et en fait, on rentre dans une mentalité, qui ça peut pas marcher. C'est une mentalité d'impatience, tu vois, C'est c'est vrai, on veut les résultats, et je comprends tellement le truc parce que moi, tu vois, là, par exemple, je me suis mis beaucoup à la course à pied, je me suis ouais, fait une programmation carrée, tu vois, vraiment le truc comme ça, tu vois. Je suis à fond et tout, je suis en mode, allez, c'est parti, je fais une semaine de ma prog, je me fais des petites gênes, tu vois. Et ouais, du coup, c'est hyper frustrant, je me dis, putain, fais chier, quoi, mon corps me lâche, tu vois, mon corps me lâche au moment où, là, c'est bon, c'est parti, tu vois, ma prog, elle est faite. Et du coup, ça fait qu'à ce moment-là, je suis obligé de prendre du recul, de me dire, ah, ok, soit je continue de faire comme un débile et je force dans le truc. Et donc là, mes petites douleurs, je sais qu'elles sont parties dans, allez, 3 5 jours maximum, tu vois. Et puis, bah, je reprends progressivement, je change mon plan, j'adapte. Soit je force dessus, tu vois. Je crois que j'étais parti sur ça à la base, mais soit je oui, force c'était dessus, parti. voilà, soit je force dessus, et du coup, ces petites douleurs qui sont parties en 3 5 jours, si j'arrête, bah, elles vont se transformer en chronique. Soit je décide justement de lever un peu le pied, tu vois, d'adapter mon plan et de dire, ok, c'est juste mon corps qui parle, il faut que je change certaines choses, ça va prendre plus de temps, c'est clair. Ça, il n'y a pas de détour, tu vois. Mais au moins, bah, est-ce que au final, ça prend même plus de temps? C'est une vraie question parce que si je corrige le problème en ne serait-ce que un mois, tu vois, et qu'après je peux reprendre ma prog là où je l'avais prise, bah au final, j'aurais perdu un mois. Mais si je me blesse chroniquement, je perds des années au final, tu vois. Donc la question de temps, elle est assez subjective, mais en tout cas, nous, dans l'instant, on voit juste ce truc de je peux pas progresser, je peux pas continuer, je voulais des gros pecs, je peux pas continuer de bench, tu vois. Ouais. Et on reste bloqué là-dessus, on se dit bah je vais bench jusqu'à ce que je puisse plus bench parce que je me suis éclaté, tu vois. Et là, bon, j'aurai des gros pecs, mais j'aurai 2 ans derrière de réhab, tu vois. Donc, Et encore, c'est pas sûr que le résultat sera au rendez-vous. ouais, encore, ouais, c'est sûr, hein. Probablement d'ailleurs si tu te blesses à l'épaule. Donc, je comprends, tu vois, c'est hyper frustrant, mais c'est une mentalité d'impatience, et ça, je pense, que c'est vraiment, tu sais, 50% du problème, c'est juste de l'identifier déjà. Et voire plus déjà. Quand tu l'as identifié, t'as quasiment résolu le problème, il faut juste un peu de temps après pour bah, corriger les petits éléments, et puis tu continues, t'avances, tu vois. Mais ouais, c'est le jeu, quoi. Yes, quelque chose qui me venait à l'esprit quand je t'écoutais, c'est de me dire que, les femmes, je pense que justement, elles sont un peu enfin, parce qu'elles sont moins dans le forcing, Ouais. Heu, elles voient un peu plus les choses venir, elles sont un peu moins dans le déni et elles n'arrivent pas du coup à ce point de rupture ou en tout cas elles s'arrêtent avant, pour la plupart du temps et ça correspond plutôt bien à moi ce que j'ai observé chez les femmes que j'ai accompagnées. Elles ont plus des douleurs. Enfin, pour moi, toute douleur est psychosomatique, bien que ça peut être déclenché à un moment donné par un facteur mécanique, d'où l'importance de connaître son corps, de savoir où en sont ses articulations, comme tu disais très bien. S'il y a un manque de mobilité, d'y faire quelque chose et d'ailleurs, de nouveau, c'est très parlant sur, d'autres aspects, plus intérieurs. Mais, pour revenir sur le cas des femmes, je me rends compte que les femmes ont beaucoup plus des problèmes qui sont de l'ordre, justement de la gêne avant que la douleur mécanique, Mm. avant que la problématique se manifeste sur le plan mécanique. Moi, j'ai accompagné des athlètes qui avaient des problèmes de dos, ou en tout cas qui avaient pas des problèmes de dos, qui avaient mal au dos, parfois sur leur squat, sur leur soulevé de terre, ou bien ça pouvait être, oui, parfois, la il y a un truc qui va pas dans la hanche ou dans le genou, mais c'était jamais, enfin, ou très rarement lié à une problématique, en dehors des j'ai accompagné des personnes qui étaient dans des sports assez à risque comme le ski et cetera et bon, bah, là, tu peux te faire les ménisques et puis du coup, bah, après quand, tu as eu l'opération, ça parfois implique de s'entraîner un peu différemment. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y avait eu, un incident, un accident, il y avait quelque chose qui était venu en plus. Dans Mm. le processus d'entraînement et on va dire pour quelqu'un qui va uniquement à la salle pour un corps athlétique, je crois que j'ai uniquement vu des femmes qui étaient, on va dire, dans cette étape intermédiaire et du coup, c'est super intéressant, je pense, de le dire pour les hommes et que les hommes l'entendent, c'est que la blessure n'est pas une fatalité, même pour quelqu'un qui, n'arrive pas à voir, les signes avant-coureurs, c'est pas qu'il n'existe pas,
c'est qu'il y a eu un tel conditionnement social et c'est pas de la faute, peut-être en tout cas, c'est pas vraiment de la faute de la personne concernée, Mm. c'est qu'il y a eu une telle pression à faire les choses, surtout c'est dans la définition de l'homme, hein. Un homme, il doit gérer la situation, il doit être bon, il doit être compétent, il doit être performant, il doit être le meilleur, et sinon c'est pas un homme. Donc en fait, je pense qu'il y a une telle pression. Je finis Ça je casse finis le truc direct. je finis cette phrase et je te laisse la parole, Olivier. Je Ouais. pense qu'il y a une telle pression, sociale et individuelle pour un homme d'être, dans ce truc de: «Il faut que j'assume le résultat», que tous les signes avant-coureurs, on les voit pas, ce qui est, je pense, beaucoup moins le cas chez la femme. À Ouais. toi. Non, mais, en fait, le fait que tu parles de ça, ça m'a fait plusieurs connexions. À savoir, déjà, je pense que les femmes, elles ont un rapport au corps très différent de l'homme. Tu vois, elles sont beaucoup plus à l'écoute. Ça, j'en suis quasiment convaincu. Un homme, c'est un peu bourrin dans sa manière. Tu vois, une femme, c'est beaucoup plus sensible sur les gènes, etc. Donc, déjà, à ce niveau-là, je pense qu'elles sont beaucoup plus réceptives et elles voient de suite le truc venir. Mais au-delà de ça, je pense aussi qu'il y a un truc. Alors après, je sais pas si. Je pense que c'est la majorité quand même, mais elles sont moins dans la perf, tu vois. C'est plus, moi quand je parle aux femmes, c'est plus j'ai envie d'un corps tonique, tu vois, ventre plat. C'est pas être forte, c'est pas être tu sais, très musclé ou quoi, tu vois. Du coup, la notion de charge, elle est moins relevée, tu vois. Elles sont moins en train de dire il faut que je pousse le plus lourd possible. En majorité des cas, évidemment, hein. Ce qui fait que du coup, comme elles sont moins portées sur ce côté performance à fond, bah, de suite, elles emmènent leur corps dans des positions moins dangereuses, avec moins de charge. Donc, bah, tu vois, ça réduit déjà pas mal les risques. Alors que les mecs, c'est vraiment, la plupart, c'est voilà, tu benches combien, tu vois. Ton Ouais. squat est à combien, tu vois. Et tu sens qu'il y a de l'ego là-dessus, tu vois. Grave. Et c'est les femmes beaucoup moins, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est moins un truc que je ressens. C'est vrai que j'ai jamais vu une femme, dire à une autre, «Il est à combien ton hip thrust?» Peut-être elle va le penser, tu vois, mais elle va pas forcément le dire ou le montrer, je pense. Du coup, peut-être à ce niveau-là, il y a moins de pression. En tout cas, je parle vraiment sur la partie performance. Ce qui Ouais, fait que de suite, elles emmènent leur corps dans des positions moins dangereuses, avec des charges moins élevées. Et donc, en plus, tu mets le côté où elles sont beaucoup plus à l'écoute de leur corps. Et donc, de suite, il y a moins ce truc, tu vois, où tu vois vraiment des absurdités totales. À la salle avec des mecs qui benchent des trucs. Comment ça tient comment ça tient? Mais ça grave. tient. Pour certains, ça tient. Franchement, c'est beau. Donc, Bah et encore, on voit beaucoup justement d'amplitude partielle et cetera pour, ouais, surcompenser parce qu'il y a déjà les compensations qui peuvent se passer au niveau atomique dont tu parlais. Mais bien souvent les mecs, ils sont prêts à mettre 10 kilos de plus et à faire un tiers du mouvement plutôt que bah, justement ouais, on en revient à ne pas se confronter, être dans le déni de: «J'ai un problème à mon épaule, j'ai pas l'humilité de», et c'est vrai que tu disais un autre facteur, c'est au-delà de toute la pression que j'ai pu mentionner, il y a encore la pression qui se rajoute à la salle et pour un homme, en fait, je crois que c'est important de le dire parce que certains n'en ont pas forcément conscience et les femmes, je pense, sont, des antipodes de s'imaginer ce qui se passe dans la tête d'un mec. Un mec, quand il va à la salle, il met son image en jeu, quoi. C'est-à-dire ah que ouais. s'il fait un truc qui est pas un minimum, digne d'un homme, à savoir, suffisamment viril ou quoi et cetera, il va avoir l'impression qu'il est qu'une grosse merde et qu'il vaut rien et qu'on va se foutre de lui et que les femmes vont jamais s'intéresser à lui et cetera donc ouais. Ouais, ouais, c'est sûr que bah, du côté performance, ça c'est vraiment un truc que je ressens par contre avec les gars, c'est faut que les perfs elles bougent, tu vois. Ouais, Et coûte que coûte. Alors que les femmes sont plus intelligentes sur ça. Clairement, pas de, pas d'autre mot hein, pour moi pour ce truc. Elles sont smart par rapport à ça et nous les mecs. Voilà. Bon après, au bout d'un moment, on finit par comprendre. Tu vois, moi, je sais pas si je suis le meilleur exemple dans ce cas-là parce que je pense que j'ai toujours été assez sensible quand même un minimum sur ma partie corporelle, etc. Mais aujourd'hui, clairement beaucoup plus qu'avant, tu vois. Mais c'est vrai que je pense quand même j'étais un peu, tu vois, abruti quoi. Fallait que ça monte, tu vois. Et du coup, bah, avec le temps, t'apprends, quoi. Clairement, ça marche pas, quoi. Enfin, pas coûte que coûte, en tout cas. carrément.
Bien, honnêtement, je pense que c'est une bonne première réponse à enfin, comment dire? On aurait potentiellement beaucoup de choses à dire. On pourrait passer en revue les principales douleurs, les principales, moyens de tester et cetera. Ceci dit, bon, bah, voilà, pour le coup, on sortirait du cadre d'un épisode, à peu près 1 heure. On est déjà à 3/4 d'heure pour aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est que à partir de là, vous qui nous écoutez, c'est à vous peut-être de nous demander des questions spécifiques. Et si on voit que, ben, par exemple, chez les femmes, il y a un truc super important qu'on n'a pas abordé, ou bien chez les hommes, il y a des gens, voilà, il y a plein de gens qui ont le tennis elbow, enfin des douleurs au coude ou ce genre de choses, et que c'est beaucoup plus présent qu'on le pense, bon, bah, on pourra faire un épisode ou une partie d'un épisode là-dessus. Euh, et Ouais. que, ben Euh, voilà, Là, tu vois, d'ailleurs, je rebondis sur un mini truc, parce que c'est vrai que j'ai parlé de la partie mobilité, tu vois, et c'était le sujet en soi dont je parlais, mais après, il y a la partie, tu vois, les tennis elbow, les tendinopathies, les machins comme ça. Là, on est forcément sur de la compensation, mais on est beaucoup plus sur de la capacité tissulaire, tu vois. Et là, ouais, on rentre dans bah, de la kiné presque, tu vois, donc, ouais, enfin, de la kiné même. Donc, ça, c'est un autre sujet carrément du truc. Moi, je me sentirais pas forcément qualifié d'en parler, en tout cas pas d'une manière implémentable. ouais. Si les gens veulent des recommandations, je peux donner un podcast d'un kiné que je connais qui est très bien là-dessus. Mais voilà, faire cette différence entre voilà, la partie tu vois, purement endommagement tissulaire, tendinopathie, déchirure, des trucs comme ça, de déjà manque de mobilité, qui dans la majorité des cas résout 99% du problème, quoi. Ouais, c'est vrai que moi dans la partie, quand on abordera l'erreur de ne pas adresser ses capacités, ses potentiels points faibles, ses limites, qui était la troisième erreur que tu donnais. Mm, Moi, j'aurais des recommandations sur justement le renforcement tissulaire. Pour moi, ça fait partie de enfin moi, en tout cas, je m'y suis intéressé en tant que préparateur physique mm. parce que j'ai aussi fait de la rééducation, c'est-à-dire de la réathlétisation, pardon. La rééducation, c'est le kiné pour les gens qui connaissent pas trop le jargon. Hem, rééducation, si je suis un athlète ou pas d'ailleurs, je vais voir mon kiné pour pouvoir, retrouver ma mobilité élémentaire. Marcher, courir, sauter et cetera et bah, si je suis un athlète, que j'ai besoin d'être performant dans mon sport, ben, ça me permet pas de reprendre mon sport et mes performances où j'en étais et là, généralement, ben, ça dépend, il y a des kinés qui font la réathlétisation aussi. Il y a parfois, sinon, ils donnent la main aux préparateurs physiques et moi, dans ce cadre-là, j'ai fait parfois du renforcement de tissu tendineux, par exemple. Il y a en fait, il y a des outils. Ouais, ouais, clairement. On peut faire des séries qui développent plus le tissu, tendineux ou en tout cas les insertions tendineuses du muscle plutôt que le ventre musculaire et la partie contractile. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, Ce que j'avais en tête d'ajouter pour terminer aujourd'hui sur cet, aspect-là, des douleurs, c'est que oui, pour moi, un athlète ou pardon, un athlète, une personne, du coup, pas forcément un athlète, une personne qui va à la salle et qui, ne s'entraîne pas un minimum à sa capacité articulaire maximum, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans l'entraînement, même si encore une fois, peut-être on commence à glisser de la deuxième erreur que tu citais à la troisième, à savoir, adresser ses points faibles et ses limites. Mais pour moi, quelqu'un qui ne va pas voir et du coup, bah, ça demande de pas bourriner, ça demande de pas mettre beaucoup de charge, mais quelqu'un qui ne va pas faire cette partie de test parce que concrètement, on a 2 cas de figure, on a 2 possibilités une fois qu'on a entendu ta réponse. C'est soit se dire: «Bon, bah, je vais faire appel à un professionnel pour qu'il me fasse des tests et voir où en est mon épaule et cetera», parce que moi je ne saurais pas trop le gérer. ouais, Soit, on commence par les indications que tu as données, voir, OK, comment bouge mon bras au-dessus de ma tête, dans l'espace arrière, en rotation et tout ça et à partir de là, je pense que c'est important de peut-être, bah, voilà, prendre une petite haltère et si j'ai pas eu particulièrement de gêne ou de douleur, sans et ben, OK, je prends une petite charge et je refais le même mouvement et le fait, en fait, de solliciter l'articulation dans ces positions qu'on n'a pas du tout l'habitude de solliciter, ça nous permet concrètement déjà non seulement de nous entraîner sur, ben, cette partie manquante pour moi et en plus de ça, ça nous permet de savoir, OK, là concrètement, par exemple et parce qu'il y a ne serait-ce que des différences gauche-droite aussi. OK, mon épaule gauche, elle bouge très bien, l'épaule droite moins. Ou bien, les 2 bougent bien, mais quand je prends un haltère, ben, ça bloque côté droit alors que côté gauche, ça va. Pour moi, si dans le programme d'entraînement, il y a que des mouvements, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et du coup, c'est normal. Mais si l'entraînement d'une personne se limite
à des mouvements, on va dire, de base et ils sont importants, c'est ceux qui nous font progresser comme le développé couché, le squat, le soulevé de terre et cetera. S'il y a pas des mouvements, même pour le bas du corps, comme des fentes avec vraiment une grande amplitude pour voir où en est ma mobilité hanche, qu'est-ce que ma hanche peut faire en termes d'ouverture et cetera et s'il y a ne serait-ce que la charge de mon poids de corps dessus, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Heu, Mais là, tu vois, c'est subtil parce que, en fait, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, ouais, mais il faut aussi se mettre dans la tête de quelqu'un qui est complètement débutant en quelque sorte dans ce domaine-là et qui n'a pas les notions de savoir comment progresser autour de ça. Parce que oui, faire un squat, tester son amplitude, etc. carrément, mais le truc c'est que comme t'as pas de référentiel quand t'es débutant, que tu sais pas ce que c'est, par exemple, avoir une bonne extension d'épaule, tu vas lever ta main, tu vas dire ok, bah j'arrive à lever ma main, tu vois. Mais ouais. moi, de suite, avec mon œil maintenant, parce que j'ai testé sur beaucoup de gens, je sais si ça bouge ou si ça bouge pas. La personne, elle va avoir du mal à dire, tu vois, elle va dire ouais, bah j'arrive à faire, tu vois, mais elle va faire des compensations, elle va pas forcément s'en rendre compte. Et juste du coup, ce truc de euh, tester ses amplitudes carrément, mais sans l'œil expert, ça peut vite être double tranchant et devenir dangereux parce qu'on peut vite commencer à vouloir mettre de la charge en se disant bah c'est bon, ça bouge, alors que pas du tout, tu vois. Et du coup, bah typiquement le squat. Le squat, avoir un bon squat, vraiment un bon squat, c'est énormément de travail. Et les gens, ils vont essayer de se mettre en squat, ils vont dire ah, peut-être ça va, et ils vont commencer direct à mettre 20 kilos, 40 kilos, et dans des amplitudes en fait qui sont pas du tout maîtrisées, et du coup ils peuvent se blesser, tu vois. Et je comprends ce que tu veux faire ici, c'est de donner des solutions aux gens, et en ça j'aimerais vraiment donner une solution simple à ça, mais il y a vraiment quand même ce truc de l'œil expert qui voit comment ça bouge, et est-ce que à partir de là on peut comment en quelque sorte se permettre de progresser à partir de là, tu vois. Et ça peut peut-être valoir le coup de faire un ou plusieurs podcasts, ou une formation, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas, peut-être apporter des choses plus tangibles aux gens pour les aider là-dessus. Moi, je serais partant, mais il faut réfléchir à comment le faire, quoi. Je trouve que ce que tu dis là, c'est extrêmement pertinent et ça mérite que je précise mon propos et j'ai même envie de dire pour commencer, c'est là qu'est le gros intérêt de ce podcast, c'est que, on est super, enfin on est super d'accord, j'allais dire. En tout cas, nos expériences sont très convergentes, parce que le terrain nous a amenés à de mêmes conclusions et c'est pour ça qu'on a été, à fond, sur les enfin moi j'étais on ne peut plus d'accord avec ce que tu as dit jusqu'à présent, et c'est là je pense que le podcast peut-être il peut apporter, quelque chose de plus, c'est que, bah, on reste 2 professionnels différents. On a aussi des expériences qui diffèrent un petit peu et on peut avoir des points de vue différents et c'est moi c'était vraiment ce que j'avais envie d'apporter dans ce podcast aussi, c'est le fait que, bah, comme on l'a expérimenté entre nous, quand on avant de commencer ce podcast, quand on avait nos propres discussions, c'est que parfois, on a des avis divergents et c'est une sacrée richesse moi je trouve. Là en l'occurrence, c'est pas tellement que je suis pas sûr qu'on ait tellement une divergence de point de vue, c'est plutôt que c'est pour ça que je parlais de préciser ce que j'ai dit, c'est que j'ai le sentiment que, une responsabilité individuelle, c'est de connaître un minimum son corps et du coup, ça va forcément avec de l'exploration Ouais. et je suis tout à fait d'accord avec toi que dès que enfin, dans la situation où on a un problème, on essaye de le résoudre, tel est le problème articulaire et cetera. Je vais tester ci, ça, vouloir jouer les savants quand on connaît pas un domaine et tester des trucs, ça peut être très dangereux et c'est pas du tout ce à quoi on vous incite ici. Bah, en tout cas, Je pas tiens sans charge. Pas avec charge, pardon. Sans charge, je suis d'accord avec toi 100%. Teste. ah, Mets-toi dans des positions où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, tu vois? Il y a peu de chances que tu te fasses super mal, vraiment avec ton poids du corps, tu vois? C'est possible, hein, si vraiment tu pars de très loin, mais c'est peu probable. Par contre, là où il faut faire attention, c'est quand on augmente les charges. Parce que tu sais, tu te disais, je teste une amplitude et puis de suite, je commence à mettre une petite haltère. Mais là, je vois de suite le mec qui va se dire, allez, c'est bon, je pars sur 10 kills, tu vois? Ça va très très vite dans l'esprit, tu vois, ça va hyper vite. Et c'est normal, moi c'est la même chose, hein, même à mon niveau d'échelle, parfois je fais des trucs, et puis après je me rends compte, je fais, pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, c'était stupide, j'aurais pas dû faire ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis attention à ce de rajouter de la charge, mais en soi par contre je suis carrément d'accord avec toi sur l'aspect de tester, de bouger, et ça c'est une vraie responsabilité personnelle de prendre du temps pour ça, clairement. ouais
Et du coup, c'est à vrai dire, c'est vraiment là que j'avais envie d'en venir, parce que oui, je pense que c'est important peut-être pour simplifier pour expliciter ce qu'on veut dire là, on va prendre les extrêmes. Il s'agit pas de, commencer à tester des positions bizarres avec de la charge et se faire Ouais. sauter la capsule, enfin l'épaule, bref, c'est pas du tout l'objet de ce que je voulais dire, mais Mhm. effectivement, simplement, avant ou plutôt en parallèle de la muscu que je fais, des exercices, des mouvements, c'est de me dire: «Bah, tiens, est-ce que, par exemple, je suis capable de me déplacer à 4 pattes, mais pas, ventre face au sol, plutôt dos face au sol?» Donc un peu dans la position de l'araignée. OK, déjà dans cette position-là, Là, c'est chaud ça, hein. la plupart des gens, C'est hyper il y a chaud. il y a beaucoup de gens, ils seraient pas capables de, se décoller du sol, épaules et bassin. Ouais, clairement. Et du coup, en fait, c'est ça que je veux dire quand, se connaître un minimum, connaître son corps, l'explorer, c'est Ouais. c'est plutôt redevenir entre guillemets moi ça fait partie de ce que j'appelle au niveau psychologique et corporel, le réensauvagement. Moi, je considère que c'est pas normal qu'un individu, soi-disant évolué, soi-disant à l'époque moderne et tout ce qu'on veut rajouter de bien prétentieux aujourd'hui, il soit pas capable de, bah, par exemple, marcher sur 4 pattes, ventre en l'air et dos face au sol. C'est ça fait pas sens. Mhm. C'est une mobilité extrêmement élémentaire et on pourrait même parler de se déplacer à 4 pattes dans la version, normale, c'est-à-dire, ventre face au sol. Il y a plein de gens, déjà, ils risquent d'avoir mal au poignet et puis, enfin, si on leur demande de se déplacer sur 100 mètres, ça va être très compliqué. Enfin bref moi, Ouais. voilà, Non, il mais il y y a a un des certain nombre mouvements de choses. élémentaires, même le squat, tu vois, le deep squat au poids du corps. Ouais, Tu demandes à, je pense, sincèrement, je vais donner un chiffre comme ça au pif, mais 85% de la population incapable d'avoir un deep squat correct. Tu sais, vraiment, je donne le cliché de la maman chinoise ou asiatique, tu sais, ouais, en Thaïlande ou des choses comme ça. Ils ont beaucoup cette culture de cuisiner au sol ou de faire des trucs au sol. Et tu vois les vieux hein, qui sont comme ça, à quatre pattes, enfin en squat, en deep squat. Et ça, ouais. pour nous, modernes, et moi le premier, hein, jusqu'à il y a pas si longtemps, incapable de faire ça. Et ça c'est encore plus élémentaire que je trouve, tu vois, le pont en arrière, où c'est déjà relativement avancé, même si je suis complètement d'accord pour dire que c'est des mouvements qu'on devrait être capable de faire naturellement, tu vois. Mais il y a des choses déjà simples comme le squat qu'on n'arrive même pas à maîtriser, quoi. Ouais, bah, écoute, je pense qu'on peut conclure cet épisode justement sur le fait que, si on a envie d'avoir un corps athlétique, la question à se poser, surtout pour les hommes, c'est pas, combien je bench, combien je ceci, combien je cela, c'est Ouais. plutôt: «OK, à combien j'ai exploré mon corps, combien je connais mon corps et c'est même pas forcément une question de: «Ah, je sais faire des trucs de fou avec mon corps». Parce que, après une fois qu'on connaît, une fois qu'on a exploré, une fois qu'on a vu des limites, bah, on peut les adresser, on peut progresser et c'est le progrès, c'est l'évolution qui nous intéresse beaucoup plus que le résultat final. En Mm. tout cas, c'est ce qui fait aussi la grande beauté du voyage et pour moi, c'est le facteur de progression le plus intéressant. L'évolution au cours du temps plutôt que: «Ah, est-ce que j'arrive à un point B ou un point C?» Et du coup, voilà, moi je pense que si j'ai un message à faire passer, tu me diras ce que tu en penses, mais ou une nouvelle norme à mettre en place dans les salles de sport, c'est est-ce que les gens sont, suffisamment «sauvages» entre guillemets? Est-ce qu'ils sont suffisamment animal? Parce qu'un animal, il a toute sa mobilité, il a toute sa force, il a tout ce qu'on veut, pour pouvoir ensuite avoir les moyens d'atteindre mon objectif dans de bonnes conditions. Carrément. Retrouver un peu cette âme d'enfant, de bouger, de tester, et puis ouais, d'avoir des capacités articulaires minimum développées, quoi. Parce que c'est vraiment un fléau aujourd'hui, selon moi, ce truc. Les articulations, elles bougent pas, tu vois. À 30 ans, tu vois des gens. 30 ans, quand j'étais petit, c'était vieux, tu vois. Aujourd'hui, Ouais. j'ai 30 ans, tu vois. Je me dis, mais c'est jeune. Je veux dire, tout ce que je peux faire à 30 ans. Et encore, je me sens mieux dans mon corps aujourd'hui à 30 ans qu'à 20 ans, tu vois. Donc, clairement, moi, il y a un nouveau standard dans les salles à avoir, c'est ce truc d'apprendre à bouger, tout simplement. Excellent. Et on est bon, je Bien pense. et ben, moi, c'était mon mot de la fin. Si tu veux ajouter quelque chose, libre à toi. Heu, Non, je dirais juste pour introduire peut-être le prochain, à savoir moi ce que j'avais en tête. Alors à part si justement on a des commentaires, tu vois, Insta, YouTube de gens qui ont des problèmes articulaires particuliers qui voudraient
dans lesquels il voudrait qu'on rentre en détail, ça peut faire l'objet d'un épisode. Sinon, moi, ce que je trouvais pertinent, c'était la question que je t'avais posée tout à l'heure, de comment trouver cette intention, tu vois, enfin, comment naviguer dans cette intention entre, euh, bah, je souffre de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, il faut que je change, qui est pour le coup, pour moi, une bonne intention de départ de celle dont tu parlais, d'être dans le flow, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et de pas être justement on focus que sur ça parce que sinon on va dans le mur. Et du coup, bah, échanger sur ça pour moi sur le prochain épisode, ça peut me paraître intéressant, mais encore une fois, c'est le public qui décide. Yes, carrément. Bah écoute, moi je suis partant, d'autant plus qu'il y a vraiment des gros liens. On en a déjà un petit peu entamé certains entre ben, cette notion d'intention et le fait de faire le job, ou en tout cas de faire ce qu'il faut quand on a des problématiques articulaires, c'est très lié puisque si on a un autre rapport au soin, on est moins en mode fight avec son corps et en mode on a l'impression que notre corps il est contre nous, etc. Et tout ça, ça fait partie bah, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de notre intention. Si mon intention c'est d'écouter mon corps, d'aller à son rythme, de le laisser guider, etc. Bah, c'est plus du tout cette problématique qu'on a abordée dans cet épisode. Elle disparaît complètement, voire totalement. Donc je pense qu'effectivement, ça pourrait être un super bon point de peut-être d'aborder cette question d'intention la prochaine fois, en commençant par le fait qu'effectivement, comme tu l'as dit à très juste titre, et j'en dirai pas plus pour cette fois, la douleur est un excellent point de départ. Nice. À la prochaine. Ciao, ciao.